C'est un débat diffusé sur la chaîne France 24 le 15 mai qui a déclenché mon envie de faire cette vidéo. Y participait un habitué du petit écran, Philippe Dessertine, économiste, et Jean-Dominique Giuliani, juriste, pour le camp des défenseurs de l'euro. Et pour le camp adverse, Jean-Jacques Rosa, économiste. Un déséquilibre très révélateur du parti pris politiquement correct des médias, mais qui au final va tourner au désastre pour les eurocrates. L'émission commence par un très gros mensonge. Écoutons. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite partir, si vous le voulez bien, à Bruxelles, où se tient, je vous le disais à l'instant même, la réunion de l'Eurogroupe, en l'absence du ministre de l'économie, François Baroin. Alors, Katalin Landaburu, bonsoir. Katalin, alors à l'ordre du jour de cette réunion, la crise grecque et les ministres qui vont mettre la pression aujourd'hui sur les Grecs. Oui, tout à fait. À l'issue de cet Eurogroupe, les grands argentiers de la zone euro devront dire à la Grèce que si le pays ne respecte pas ses engagements, c'est-à-dire la mise en place d'une politique d'austérité, la mise en place de réformes structurelles, eh bien le pays ne recevra pas un centime des plans d'aide d'urgence qui ont été adoptés dans la douleur par l'Union européenne et le FMI. Ici, la journaliste laisse entendre que la Grèce refuse de se plier au plan d'austérité. Ce qui a pour conséquence de faire passer les Grecs pour le malade qui refuse de prendre ses médicaments. Or c'est archi faux, et c'est même une insulte au peuple grec qui souffre. Car la Grèce a depuis 2010 déjà mis en place 3 plans d'austérité et de nombreuses réformes structurelles. Un traitement de cheval, sans doute le plus sévère jamais imaginé pour un État moderne de mémoire d'économiste. Quant à parler de douleur, pour qualifier les interminables négociations de bureaucrates seulement interrompues par la pause petit four coupe de champagne, c'est faire passer le FMI et l'Union européenne pour ce bon docteur Schweitzer, c'est tout bonnement nous prendre pour des imbéciles. Puis vient un nouveau gros mensonge, un mensonge répété à satiété par les médias depuis le début de la crise en 2010. Écoutons. Merci Katalin Landaburu. En direct de Bruxelles, Philippe Dessertine, est-ce que la Grèce doit sortir de la zone euro? Non, elle ne le doit pas. Ça a été bien entendu la raison pour laquelle la communauté internationale et l'Union européenne s'est tant battue depuis maintenant plusieurs années. Je crois qu'évidemment, on ne peut pas dire d'un seul coup « Ah bah oui, bah finalement, un tabou est tombé, on peut commencer à en parler ». Nous nous sommes battus sans cesse pour que cette catastrophe ne se produise pas. Il faut continuer à se battre donc. En ce qui concerne les Européens, ça ne fait aucun doute, mais véritablement aucun doute. Oui, nous sommes ici dans le mensonge, parce que l'aide dont on parle, ce n'est pas un don, mais un prêt, assorti d'un taux d'intérêt d'environ 4%, certes bien loin des taux observés sur le marché secondaire de la dette grecque, mais néanmoins très au-dessus du taux de 1% auquel se refinancent les banques privées auprès de la BCE. Ce que l'on appelle ici une aide est donc une charge supplémentaire pour la Grèce. Et quel est le but de cette aide? Pourquoi s'est-on battu? Pour reprendre la terminologie affectée de Dessertine. Concerter ne serait pas plus approprié? Voici la réponse, en suivant une certaine chronologie. Les premiers 110 milliards débloqués en faveur de la Grèce en mai 2010 sont allés intégralement dans les comptes des banques détentrices de la dette grecque. À telle enseigne que ce sont les échéances de coupons et de remboursement sur les obligations d'État grecques qui ont fixé le calendrier de cette soi-disant aide. Interrogée à l'Assemblée nationale par le député Nicolas Dupont-Aignan, la ministre Christine Lagarde avait déclaré que ces prêts à la Grèce seraient remboursés et qu'ils constituaient une opération rentable pour les finances publiques de la France. Or, 18 mois plus tard, en février 2012, constatant l'impossibilité de la Grèce de faire face à ses charges de trésorerie, il a fallu mettre en place un deuxième plan, cette fois pour un montant de 239 milliards. Le secteur privé fut cette fois mis à contribution à hauteur de 100 milliards. La part française dans le premier plan d'environ 17 milliards d'euros ne sera donc jamais remboursée. Et pour vous donner un ordre de grandeur, ce montant est de l'ordre de toutes les économies anticipées sur 5 ans par le plan Fillon sur les retraites de 2008. Ainsi, en l'espace d'une séance au Parlement, Madame Lagarde avait offert en cadeau aux banques
le fruit de 3 mois de bras de fer avec les syndicats. Mais ce deuxième plan allait s'avérer insuffisant. Quelques mois plus tard, la Grèce exsangue menace de sortir de l'euro avec une dette de 400 milliards d'euros, dont 172 milliards vis-à-vis de la Banque centrale européenne, matérialisée par des titres obligataires, principalement rachetés sur le marché secondaire en 2010 et 2011 aux créanciers privés, et à des cours négociés bien au-dessus de leur valeur de marché. Donc M. Desertine, comme tous les autres eurocrates, se moque de vous. L'aide à la Grèce a été tout simplement le remplacement des créanciers privés par des créanciers publics. Mais lui et son compère ne se contentent pas d'essayer de nous faire avaler des couleuvres. Ils déblatèrent des âneries avec aplomb. On ne peut pas souhaiter, n'est-ce pas, pour la Grèce, le sort de l'Argentine, parce qu'elle s'en est sortie, mais au bout de combien d'années et de combien de misères? Vous venez d'affirmer plusieurs choses totalement inexactes. Par exemple, l'Argentine est retournée à la croissance à peu près 1 an après son décrochage. Mais la Grèce aura Quel est le revenu moyen d'un Argentin aujourd'hui? Dites-nous, donc quel est le 1 an et revenu non pas moyen? plusieurs années après. La Grèce aussi l'année prochaine. Depuis cette date, la croissance argentine est de 7% en moyenne par an. Mais quel est le revenu moyen d'un Argentin? Mais quelle était revenu la moyen? croissance? Quelle était la croissance? Ça n'est pas la bonne question. Bien sûr que c'est Non, la question. La bonne question, Vous c'est êtes argentin, c'est la vraie question, je peux vous garantir. Quelle était la crise quand l'Argentine était liée au dollar et quelle a été l'évolution de l'économie argentine lorsqu'elle a décroché par rapport au dollar? Concernant l'Argentine, c'est bien entendu Rosa qui a raison. Son PNB s'est effectivement effondré de 20% en 2 ans, en 2001 et 2002. Mais il s'est redressé de manière remarquable à partir de 2003 et durable jusqu'à la crise financière. Quant au revenu moyen des Argentins, Desertine croit marquer un point. Il songe sans doute au revenu par habitant assez faible, autour de 10 000 $, en données brutes. Mais il oublie que corrigé de la parité des pouvoirs d'achat, ce qui est la bonne méthode de comparaison, ce chiffre bondit à 16 000 $, soit bien au-dessus du Brésil et du Mexique. L'abandon de la référence au dollar a été pour l'Argentine un exercice douloureux mais payant. Et personne aujourd'hui en Argentine ne songe à revenir en arrière. Je vais évoquer 2 situations qui devraient vous convaincre. La première, c'est l'Italie. On nous dit que c'est un pays mal géré. Or, l'Italie a eu sur 20 ans, 25 ans, la même croissance du niveau de vie réel que l'Allemagne, pays que l'on dit bien géré. Pourquoi? Parce que l'Italie a dévalué sa monnaie, notamment par rapport au Deutschmark, chaque fois que c'était nécessaire. Depuis 1999, c'est impossible, et par conséquent, l'Italie est inondée de produits allemands et a une balance commerciale régulièrement déficitaire. Deuxième exemple, l'Espagne n'était pas mal gérée. Excusez-moi, mais la balance régulièrement déficitaire. Attendez, regardons année par année. Mais regardons les statistiques de l'Espagne. l'OCDE. L'Italie est un exemple emblématique de la crise de l'euro. Voilà un pays qui, de 1990 à 1996, connaît une croissance régulière et spectaculaire de son excédent commercial, parallèle avec la dévaluation de la lire par rapport au Deutschmark de 700 à environ 1150. Puis, à partir de 1997 jusqu'à aujourd'hui, un effondrement tout aussi spectaculaire de cet excédent qui coïncide avec une parité lire-Deutschmark gelée par le truchement de l'euro sur le niveau de 990. Alors que dans le même temps, les salaires n'ont cessé de croître plus vite, entraînant ipso facto une perte de compétitivité. Il s'agit là en fait d'un cas d'école que Rosa fort justement fait bien de relever et qui renvoie son interlocuteur à ses chères études. Regardons année par année. N'est pas un pays qui était mal géré ou dont le gouvernement était responsable en quoi que ce soit. Le gouvernement espagnol avait dégagé un excédent budgétaire dans les années précédant la crise financière. Et une belle bulle immobilière. Pourquoi l'Espagne se trouve-t-elle dans une situation où son produit national décroît sur une pente de 7% par an actuellement? Alors, allez-y, dites-moi. Je vais vous le dire, oui. Parce que l'euro a permis un afflux... Laissez-moi terminer. Mais non, mais c'est une contre-vérité, je suis désolé. Enfin, il faudrait lire un petit peu les économistes internationaux. Vous aussi, monsieur, il faudrait quand même regarder comment l'Espagne a financé sa croissance. Vous noterez qu'il a suffi d'un seul mot, le mot euro, pour que Desertine sorte de ses gonds.
Preuve supplémentaire que les eurocrates sont dans une espèce de dévotion religieuse et en dehors de la raison. Voyons la suite. Mais regardez Par une les bulle analyses. immobilière insensée. Enfin, Mais pourquoi cette bulle immobilière insensée? parce qu'elle a emprunté par ce biais-là. Parce qu'elle a pu emprunter, parce que Oui, elle a pu donc là, c'est emprunter pas en l'euro. euros à un taux d'intérêt Absolument. faible, Absolument. alors que son inflation était supérieure au taux d'intérêt. Absolument. Ce qui lui a donné, alors que ce taux d'intérêt était adapté à l'Allemagne, il a donné des taux d'intérêt négatifs réels en Espagne. Mais elle n'était pas Avec obligée des taux- d'emprunter pour de l'immobilier, Mais enfin. enfin, écoutez, vous êtes un financier. Oui. À des taux d'intérêt réels négatifs, Eh bien, vous pouvez agents investir dans de l'économie. les agents économiques empruntent, et ils empruntent beaucoup. Et c'est Absolument. ce qui a créé la bulle immobilière en Espagne. Mais pas forcément et a pour de sinistré- l'immobilier. Enfin, Et a vous pouvez pas dire que c'est sinistré la faute de l'économie l'euro. espagnole. Mais c'est pas la faute de l'euro si les Mais Espagnols si, c'est ont la faute choisi de l'euro l'immobilier. parce que Enfin, on a appliqué le taux d'intérêt allemand qui convenait Bien à sûr. l'économie allemande. qui permettait à l'Espagne à- de se développer, à à l'Es- s'endetter. Le même taux à une économie différente, l'Espagne, Absolument. où l'inflation était plus forte, ce Absolument. qui a donné des taux d'intérêt réels négatifs. Bien sûr, mais Alors- ce qui est une bénédiction. Bien Ce qui est sûr, une bénédiction, la sauf bulle- si vous la bulle l'utilisez pour immobilière l'immobilier. espagnole Mais était bien une entendu. bénédiction, bravo. Après l'équation impossible, rigidité d'échange, disparité des salaires, illustrée par l'Italie, l'Espagne est un autre exemple emblématique car il apporte la deuxième explication fondamentale de la crise de l'euro. L'euro a créé une apparence d'homogénéité au sein de la zone des pays membres à cause de la disparition du risque de change. Mais une apparence seulement, tant les disparités économiques sont restées criantes. De ce fait, les taux d'intérêt ont convergé vers le niveau des taux les plus faibles, c'est-à-dire ceux de l'Allemagne. Une aubaine inimaginable pour les emprunteurs espagnols habitués à payer des taux élevés. Dans ce pays, les taux réels sont même devenus négatifs, entraînant une ruée vers le crédit. Dessertine feint de croire que ces crédits auraient pu être affectés à autre chose qu'à l'immobilier. Quel idiot! Premièrement, la baisse des taux est une condition nécessaire, mais pas suffisante de l'investissement. Elle doit s'accompagner d'une forte demande externe. Or, l'Espagne n'est pas un pays de tradition industrielle, mais touristique, à cause de son climat et de son littoral. Acheter espagnol ne se décrète pas du jour au lendemain. Tandis qu'acheter une résidence secondaire sans apport initial ou presque et avec des taux de misère est une tentation beaucoup plus attirante. Deuxièmement, même en imaginant que le gouvernement ait voulu mettre en place une politique dirigiste pour décourager l'investissement dans la construction et encourager l'investissement dans l'industrie, il aurait fallu qu'il puisse compter sur la pleine souveraineté en matière monétaire et en matière de règles de concurrence, ce qui était impossible dans le cadre de la zone euro. Quant à parler de bénédiction pour des taux réels négatifs, là vraiment c'est à croire que ce Dessertine a eu ses diplômes dans une pochette surprise. Car plus un économiste aujourd'hui ne nie le rôle déterminant des taux réels négatifs dans la formation de bulles spéculatives. Et qu'on n'a pas transféré après l'euro suffisamment de pouvoir en matière économique, budgétaire et fiscaux, notamment. Et on a longtemps Est-ce qu'on n'est pas allé parlé- trop vite finalement? C'est-à-dire que d'abord on a Non, créé au l'euro et contraire, finalement on on est n'a allé pas, trop on s'est pas occupé de lentement. l'union monétaire. On est allé trop lentement. On a fait De l'euro gouvernance. et on a posé le sac. Alors qu'aujourd'hui, on essaie de rattraper le retard. On a fait d'ailleurs en 2 ans beaucoup d'efforts. Ils sont encore insuffisants. Il va falloir aller plus loin. Sinon, je ne m'explique pas, et ça, ce sont des chiffres, ce ne sont pas des théories économiques, pourquoi des pays plus endettés que l'Union européenne se portent moins mal en termes d'image, comme les États-Unis ou le Japon, parce qu'ils ont des gouvernements intégrés. Le comble de la niaiserie et de la suffisance arrive lorsque vous croyez employer des arguments qui soutiennent votre point de vue, alors qu'en fait, ils justifient encore plus l'opinion inverse. Giuliani, cet eurocrate, nous en donne un excellent exemple, en citant l'intégration politique des États-Unis et du Japon, sans se rendre compte que cela revient à dire que si l'euro n'avait pas été créé, la France, l'Espagne ou l'Italie, avec leur pleine souveraineté monétaire, s'en seraient mieux sortis.
La conclusion est claire. Ces eurocrates veulent nous conduire à une Europe fédérale à marche forcée et se moquent totalement de savoir si le peuple est d'accord ou non et du prix que celui-ci devra payer. Peu importe si des Européens se suicident faute de quoi manger, ce qu'ils veulent, c'est sauver leur bébé, car ce bébé, c'est toute leur légitimité politique. Or les peuples ne le veulent pas. Ils l'ont démontré en 2005 et ils le veulent encore moins aujourd'hui quand les oligarchies ont été totalement discréditées par la crise financière. Alors où allons-nous? N'ayez aucun doute, la débâcle financière de la zone euro est absolument inévitable, car le niveau de croissance exigé pour nous redresser durablement est utopique. De plus, toutes les banques de la zone euro sont étroitement liées entre elles, comme les mailles d'un filet. Les dominos sont en place, il suffit que le premier tombe, et patatras. L'euro est un pari raté, le pari que l'intégration monétaire apporterait la convergence économique. Sa débâcle va déboucher sur deux scénarios possibles. Le premier scénario, c'est plus d'intégration, c'est-à-dire le fédéralisme, et sans même consulter le peuple, ce qui serait le plus beau cadeau que l'on puisse imaginer pour les partis souverainistes de droite comme de gauche. Sauf bien sûr à supprimer les élections, ce qui fera de l'Europe une nouvelle Union soviétique. Le deuxième scénario, c'est le démantèlement en bon ordre de la zone euro et le retour à une zone de libre-échange vertueuse. La Grèce refuse de se plier au plan d'austérité, ce qui a pour conséquence de faire passer les Grecs pour le malade qui refuse de prendre ses médicaments. Or c'est archi faux, et c'est même une insulte au peuple grec qui souffre. Car la Grèce a depuis 2010 déjà mis en place 3 plans d'austérité et de nombreuses réformes structurelles. Un traitement de cheval, sans doute le plus sévère jamais imaginé pour un État moderne de mémoire d'économiste. Qui vont mettre la pression aujourd'hui sur les Grecs. Oui, tout à fait. À l'issue de cet Eurogroupe, les grands argentiers de la zone euro devront dire à la Grèce que si le pays ne respecte pas ses engagements, c'est-à-dire la mise en place d'une politique d'austérité, la mise en place de réformes structurelles, eh bien le pays ne recevra pas un centime des plans d'aide d'urgence qui ont été adoptés dans la douleur par l'Union européenne et le FMI. Ici, la journaliste laisse entendre que c'est un débat diffusé sur la chaîne France 24 le 15 mai qui a déclenché mon envie de faire cette vidéo. Y participait un habitué du petit écran, Philippe Dessertine, économiste, et Jean-Dominique Giuliani, juriste, pour le camp des défenseurs de l'euro. Et pour le camp adverse, Jean-Jacques Rosa, économiste. Un déséquilibre très révélateur du parti pris politiquement correct des médias, mais qui au final va tourner au désastre pour les eurocrates. L'émission commence par un très gros mensonge. Écoutons. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite partir, si vous le voulez bien, à Bruxelles, où se tient, je vous le disais à l'instant même, la réunion de l'Eurogroupe, en l'absence du ministre de l'économie François Baroin. Alors, Katalin Landaburu, bonsoir. Katalin, alors à l'ordre du jour de cette réunion, la crise grecque et les... Quant à parler de douleur, pour qualifier les interminables négociations de bureaucrates seulement interrompues par la pause petit four coupe de champagne, c'est faire passer le FMI et l'Union européenne pour ce bon docteur Schweitzer, c'est tout bonnement nous prendre pour des imbéciles. Puis vient un nouveau gros mensonge, un mensonge répété à satiété par les médias depuis le début de la crise en 2010.